Bonjour chers étudiants, la vidéo d'aujourd'hui est destinée à l'étude d'une des pathologies de la nutrition infantile qui est la malnutrition protéino-énergétique de l'enfant. Avant de démarrer, on doit cibler les objectifs à accomplir au terme de ce cours. L'étudiant doit savoir évaluer l'état nutritionnel d'un enfant et donc classer la malnutrition protéino-énergétique, légère, modérée ou bien sévère. Il doit différencier entre les formes cliniques de la malnutrition protéino-énergétique. Ça, c'est très important parce que ça représente la base de la prise en charge ultérieure. Et il doit arriver à structurer un protocole de prise en charge, surtout des complications mortelles. Et l'étudiant doit connaître et appliquer les mesures de prévention de la malnutrition protéino-énergétique. La malnutrition protéino-énergétique ou malnutrition protéino-calorique se définit comme étant un ensemble des altérations clinico-biologiques qui sont liées à une consommation insuffisante de protéines et de calories. Et on distingue deux entités différentes, la malnutrition protéino-énergétique aiguë et la malnutrition protéino-énergétique chronique. La forme aiguë représente de loin la forme la plus grave de malnutrition protéino-énergétique de l'enfant, vu ce risque élevé de complications graves qui sont souvent mortelles en l'absence d'une prise en charge appropriée et précoce. Et cette forme est représentée par le marasme qui est dû à la carence calorique globale et le kwashiorkor qui est dû à une carence protéique. La deuxième forme de malnutrition protéino-énergétique chronique, c'est la forme de loin la plus fréquente dans notre pays. C'est une forme insidieuse, méconnue, c'est une forme difficile à évaluer qui doit être dépistée et traitée, surtout chez les enfants âgés de moins de 5 ans, vu le risque des complications parfois graves. Cette forme est de loin la plus fréquente chez nous et elle nécessite un dépistage normalement au niveau des centres de PMI durant les visites systématiques et durant les séances de vaccination. Ce sont des enfants qui nous paraissent ont une croissance très ralentie par rapport aux autres. Ce sont des enfants qui nous paraissent très maigres ou bien hypotrophes et qui nécessitent vraiment une classification de leur état nutritionnel et une prise en charge précoce. L'enseignement de la malnutrition de l'enfant est capital pour plusieurs raisons. Premièrement, la fréquence. Il s'agit d'un trouble nutritionnel fréquent dont l'incidence est en augmentation, notamment dans les pays en situation de guerre et en instabilité socio-économique, citant quelques pays de l'Afrique, en Asie, notamment au Moyen-Orient et en Amérique latine. Elle pose aussi un problème de gravité. Il s'agit d'un trouble nutritionnel grave, vu le risque de complications qui peuvent être mortelles. Et d'ailleurs, ce taux de mortalité très élevé, avec 2,7 millions, qui représente le nombre annuel de décès d'enfants imputables à la sous-nutrition, soit 45% de tous les décès d'enfants. Quand même, c'est très important. Elle pose aussi un intérêt de prise en charge qui doit être bien codifié en élaborant une stratégie universelle de prise en charge des enfants malnutris, en améliorant le protocole de prise en charge précoce avant l'installation des complications, mais aussi l'intérêt de prévention qu'on puisse assurer par la promotion de l'allaitement maternel, la lutte contre l'insécurité alimentaire grave des enfants qui est de loin très fréquente et le dépistage des formes modérées de malnutrition avant le stade de malnutrition sévère. Pour l'épidémiologie de la malnutrition, l'incidence de la malnutrition protéino-énergétique est en augmentation dans le monde entier, selon un rapport publié en 2019 sur l'état de sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, adopté par l'OMS et l'UNICEF, qui parle d'un nombre de plus de 820 millions de personnes souffrant dans le monde de faim en 2018 par rapport à 795 millions en 2015. Donc, une augmentation importante des personnes souffrant de faim, donc de malnutrition, soit adultes ou enfants. En Algérie, selon une enquête faite en 1975, avait retrouvé un chiffre de 28,5% de malnutrition chez les enfants algériens. Donc, un enfant pratiquement sur 3 était en malnutrition. En 2006, une enquête nationale qui a été faite a objectivé une nette régression de l'incidence de la malnutrition. Et en 2018, le pourcentage de personnes souffrant de malnutrition en Algérie a enregistré une diminution appréciable
stable durant ces 2 dernières décennies, en passant de 10 et 11% en 1999 et 2000 à 4,5%. Et ces états de malnutrition qu'on voit actuellement sont surtout les malnutritions protéino-énergétiques modérées qui dominent les formes de malnutrition qui sont les formes qui nécessitent un dépistage précoce avant l'évolution vers un état de malnutrition protéino-énergétique sévère. Les cas de malnutrition protéino-énergétique sévère sont concentrés surtout dans les régions et pays disposant de plusieurs facteurs de risque souvent intriqués, citant les facteurs climato-géographiques avec sécheresse et aridité des sols, les facteurs agronomiques, la production insuffisante et très peu adaptée aux besoins nutritionnels de la population, des facteurs économiques, le chômage, l'analphabétisme, les conditions d'habitat défectueuses, des facteurs culturels, surtout la tendance à l'abandon de l'allaitement maternel qui représente la première source d'énergie de protéines pour le nourrisson durant ses 2 premières années de vie, des facteurs médicaux, notamment en présence d'une prévalence élevée des infections, surtout digestives, des gastro-entérites, et les centres de PMI ne remplissant pas leur rôle sanitaire de dépistage précoce des formes de malnutrition légère et surtout de prévention des maladies diarrhéiques, et des facteurs d'hygiène, notamment l'utilisation d'eau de mauvaise qualité et la mauvaise évacuation des déchets qui sont incriminés dans la survenue des infections à répétition, surtout digestives, qui altèrent souvent l'état nutritionnel de l'enfant. Alors, j'ai mis cette photo sur la diapo de la physiopathologie, juste pour vous dire que le manque d'apport en aliments énergétiques chez un enfant qui est en pleine croissance va entraîner par conséquence des altérations multisystémiques sévères qui engendrent l'aspect d'un enfant en souffrance physique et mentale grave. Le déficit en apport calorique engendre des altérations multisystémiques qui s'expriment au niveau cellulaire par l'altération de la croissance et du développement cellulaire. Donc, ça touche la masse maigre et aussi bien le tissu adipeux. Au niveau corporel, par l'altération de la croissance de l'enfant qui concerne surtout le poids au premier, puis la taille, aussi bien l'os qui est très déminéralisé. Une altération du système de défense de l'organisme avec perturbation de l'immunité de l'enfant, surtout l'immunité cellulaire qui est très altérée, suivie par l'immunité humorale, et une altération au niveau organique des différents organes avec perturbation des fonctions des grands appareils par hypoperfusion cardiaque, par hypodébie cardiaque et déficit enzymatique en oligo-éléments. Toutes ces perturbations auront des conséquences graves sur l'état clinique de l'enfant. La composition corporelle de l'enfant malnutri est dégradée, vu la perte tissulaire importante, surtout dans le marasme. Le tissu adipeux est relativement préservé dans le kwashiorkor, vu les anomalies électrolytiques majeures, surtout l'hypocalémie, le manque de potassium, vu l'altération de ses réserves en oligo-éléments, citant le magnésium qui représente l'hypomagnésémie a un effet redoutable pour le myocarde, le calcium et le phosphore qui entraînent par conséquence une importante déminéralisation du squelette, le fer qui est aussi déficient avec une anémie carentielle parfois sévère, le zinc, la diminution des zinc est incriminée dans les lésions cutanées et la physiopathologie des œdèmes, aussi bien aux carences multivitaminiques. L'enfant carencé en protéines a un métabolisme de base qui ralentit avec aussi bien son excrétion azotée, donc il est apathique et peu actif, vu les conséquences de la diminution de la synthèse des protéines, citons surtout l'hypoalbuminémie, ses conséquences avec l'apparition de syndrome œdémateux secondaire, les déficits enzymatiques multiples qui ralentissent le métabolisme de l'enfant, ainsi que la diminution de son potentiel immunitaire par défaut de production des facteurs de l'immunité. L'ensemble des altérations physiopathologiques entraîne par conséquence une perturbation des différentes fonctions de l'organisme de l'enfant malnutri, citant son système immunitaire qui est défaillant avec une atrophie thymique, une dépression de l'immunité cellulaire expliquant le risque infectieux plus élevé. Les IGS peuvent être diminués à un stade évolutif de la malnutrition, notamment au niveau des tubes digestifs. Pour le système hématopoïétique, il est aussi altéré avec l'apparition de cette anémie par carence en fer, en cuivre,
voire en acide folique et en vitamine B12. La fonction cardiovasculaire aussi très altérée en rapport avec la réduction du débit cardiaque. Donc, le débit cardiaque devient très réduit. En plus, au risque élevé de complications, surtout à type de troubles du rythme liés à l'hypomagnésémie, l'hypocalcémie, l'hypocalémie, etc. Perturbation aussi de la fonction rénale, dont la capacité d'excrétion de concentration du rein est très diminuée avec limitation de l'excrétion des ions H+ et d'ammonium, donc une tendance à l'acidose métabolique. Le tractus gastro-intestinal est très altéré vu plusieurs mécanismes. D'une part, la diminution de la motilité intestinale liée à l'hypoperfusion intestinale, d'où risque élevé de pullulation microbienne et donc d'infection, voire de septicémie à porte d'entrée digestive. Vu cette atrophie de la muqueuse gastrique, vu aussi l'altération de la muqueuse intestinale avec destruction de la bordure ambroise, abrasion des villosités pouvant aller jusqu'à l'atrophie villositaire totale. Et à ce stade-là, l'enfant entre dans un cercle vicieux, donc malnutrition, malabsorption et difficultés de réalimentation ultérieure. Toutes ces altérations sont majorées par les infections à répétition et surtout les infestations parasitaires chroniques. Donc, en conclusion, la malnutrition protéino-énergétique se définit comme étant une maladie multisystémique grave, secondaire aux altérations multiviscérales liées au manque sévère en nutriments au niveau cellulaire. Ce sont les conséquences donc de la malnutrition chez l'enfant. On passe maintenant à l'étude clinique et au diagnostic positif de la malnutrition protéino-énergétique. L'aspect général de l'enfant malnutri est évocateur et pour lui, on doit prendre quelques paramètres anthropométriques. Commençons par la pesée de l'enfant parce que le poids est le premier paramètre touché sévèrement dans la malnutrition. La taille, elle permet de distinguer entre la malnutrition aiguë, là où la taille est généralement proche de la normale, et la malnutrition chronique dans laquelle on trouve une altération de la taille. La mesure de pli cutané en cas de disponibilité d'un adipomètre qui permet d'évaluer la masse grasse de l'enfant et le périmètre brachial qui a aussi une grande valeur dans le diagnostic de la malnutrition protéino-énergétique et surtout ça reflète l'état de la masse maigre et de la masse adipeuse à la fois. Le périmètre crânien chez le nourrisson et le jeune enfant. On utilise tous ces paramètres pour évaluer l'état nutritionnel de l'enfant en comparant donc le poids de l'enfant par rapport à son âge, donc le degré de déficit pondéral par rapport au poids normal pour l'âge, le poids par rapport à la taille, on essaie de comparer le poids par rapport à la taille de l'enfant par rapport à l'âge et on doit mesurer aussi le rapport périmètre brachial sur périmètre crânien qui a une grande valeur aussi de diagnostic, surtout chez les enfants âgés de moins de 2 ans et on utilise pour toute cette évaluation les courbes de référence de l'OMS qui restent recommandées internationalement et représentent l'élément le plus fiable. Je passe aux classifications de la malnutrition protéino-énergétique chez l'enfant. Nous avons 3 classifications pratiques. La classification de Gomez qui tient en compte le poids de l'enfant par rapport à l'âge. La classification de Wellcome qui tient en compte en plus au poids par rapport à l'âge, la présence ou l'absence des œdèmes. Et la classification de Waterloo qui tient en compte le poids par rapport à la taille et la taille par rapport à l'âge. Et elle ne prend pas en considération la présence ou l'absence des œdèmes. Je commence par la classification de Gomez. La classification de Gomez permet de calculer le pourcentage de poids par rapport à la normale pour l'âge, qui est égal au poids du sujet, multiplié par 100, divisé par le poids d'un enfant normal de même âge au P50. Vous voyez la classification, présence d'un pourcentage de poids entre 90 et 110%, donc c'est tout à fait normal. Entre 75 et 89%, c'est une malnutrition mineure. Et entre 60 et 74%, c'est une malnutrition modérée. Moins de 60%, ou qui correspond à un déficit pondéral supérieur à 40%, c'est une malnutrition sévère. Je vous explique les courbes de croissance. On est devant un garçon âgé de 3 ans. Voilà, vous voyez son poids extrapolé sur la courbe qui est à 8 kg. C'est un poids qui est au-dessous de la courbe de moins 3 déviations standard. Donc, c'est un retard pondéral sévère. Il s'agit de malnutrition. Alors, on va chercher le poids en P50 de l'enfant normal de même âge et de même sexe. Donc, pour un garçon âgé de 3 ans, normalement, il devait avoir un poids de 14 kg par rapport à la moyenne, à la courbe de la moyenne.
C'est ça le poids en P50. Donc, le pourcentage du poids par rapport à l'âge est égal à 8 kg, qui est le poids de l'enfant malnutri, fois 100, divisé par 14,5 kg, qui est le poids en P50, est égal à 55,17%. Dans ce cas-là, c'est une malnutrition protéino-énergétique, stade 3 de Gomez. Deuxième classification de la malnutrition est la classification de Wellcome. Elle tient compte des œdèmes et permet de distinguer le kwashiorkor du marasme en présence d'un pourcentage de poids entre 60 et 80%. Avec œdème, c'est un kwashiorkor. Sans œdème, c'est un état de sous-nutrition. En présence d'un pourcentage de poids en dessous de 60%, bien un déficit pondéral qui est supérieur à 40%. Avec œdème, c'est la forme la plus grave de malnutrition qui s'appelle le kwashiorkor marastique. En absence des œdèmes, c'est un marasme. La troisième classification est représentée par la classification de Waterloo. Waterloo exprime le pourcentage du poids par rapport à la normale pour la taille. Donc, on a besoin du courbe du poids pour l'âge et de la taille pour l'âge afin de ressortir le poids par rapport à la taille. Le poids est rapporté à la taille pour l'enfant selon la formule. Donc, le pourcentage du poids par rapport à la normale pour la taille de l'enfant est égal au poids de l'enfant fois 100 divisé par le poids en P50 de l'enfant normal de même taille. Donc, selon Waterloo, on stadifie l'état de malnutrition comme suit. En présence d'un pourcentage de poids entre 90 et 120%, c'est tout à fait normal. Entre 80 et 89%, c'est une malnutrition légère au stade A. Entre 70 et 79%, c'est une malnutrition protéino-énergétique modérée au stade 2. Et au-dessous de 70%, c'est une malnutrition protéino-énergétique sévère. On essaye de travailler ensemble sur les courbes de croissance. On est devant un nourrisson âgé de 20 mois. Voilà 20 mois qui pèse à peu près 9 kg. Le poids il est au-dessous de P3 sur la courbe de la taille par rapport à l'âge. On va chercher donc le poids moyen pour un nourrisson de 20 mois. Donc le poids P50 en extrapolant donc le poids sur la courbe de la moyenne de P50. Donc le poids de P50 d'un enfant de 20 mois, il est à 11,5 kg. Pour ressortir le poids P50 correspondant à la taille, on a besoin donc de la courbe de taille. Voilà la courbe de taille. La taille de notre enfant, elle est là à moins 2 sur la courbe de moins 2 déviation standard. Donc c'est une taille de 79 cm. On va essayer d'extrapoler le poids sur la courbe de la moyenne afin de chercher cette taille correspond à la moyenne de quel âge, d'accord? Vous voyez donc la taille extrapolée sur la courbe de la moyenne, c'est une taille moyenne d'un nourrisson de 15 mois. D'accord? Voilà, c'est la taille moyenne des nourrissons de 15 mois. Maintenant, notre troisième étape pour la classification de Waterloo, c'est de chercher le poids moyen correspondant à la taille de l'enfant. Donc, le poids moyen, on revient à la courbe du poids par rapport à l'âge. Pour un nourrisson âgé de 15 mois, son poids moyen, il est voilà, ici, il est à 10,5 kg. Donc, c'est le poids en P50 de l'enfant normal de même taille. D'accord? C'est ça le poids en P50 de l'enfant normal de même taille. Donc, c'est le poids correspondant à la taille de l'enfant. Donc, pour cet enfant, son âge il est de 20 mois, le poids de l'enfant malnutri est à 9 kg, sa taille est 79 cm, c'est une taille moyenne d'un nourrisson âgé de 15 mois. Le poids P50 pour l'enfant normal, c'est-à-dire de 15 mois de même taille, il est à 10,5 kg. Donc, on va essayer d'utiliser les trois classifications et stadifier cet état de malnutrition selon Gomez, Wellcome et Waterloo. Selon Gomez, donc, le pourcentage du poids par rapport à l'âge de l'enfant est égal à 9, qui est le poids de l'enfant malnutri, fois 100, divisé par 11,5, qui est le poids en P50 de l'enfant malnutri, est égal à 78,2%. C'est une malnutrition protéino-énergétique modérée, stade 2 de Gomez, selon la classification. Pour le pourcentage du poids selon Waterloo, donc est égal à 9 kg, qui est le poids de l'enfant malnutri, fois 100, divisé par 10,5, qui est le poids normal correspondant à la taille, c'est-à-dire le
le poids au P50 correspondant à la taille est égal à 85,7%. C'est une malnutrition protéino-énergétique légère, stade 1 de Waterloo. Et selon Wellcome prend en considération le pourcentage du poids selon Gomez avec présence ou absence des œdèmes. Donc, notre patient présente un pourcentage du poids 78,2% sans œdème. Donc, c'est un état de sous-nutrition. Maintenant, pour le diagnostic positif des états de malnutrition protéino-énergétique de l'enfant, il y a plusieurs formes cliniques qui sont dominées par le kwashiorkor et le marasme, mais il y a d'autres formes intermédiaires. Chaque forme clinique a ses particularités sur le plan clinique et biologique. On va les voir tous. Je commence par le kwashiorkor. Sur le plan clinique, le kwashiorkor est caractérisé par le signe capital et constant qui est l'œdème. Les œdèmes sont blancs, mous, gardant le gondet, masquant la fente musculaire, donc comme les œdèmes de type rénal. Le déficit staturo-pondéral dans le kwashiorkor, il est modéré. Dans le déficit pondéral se situe entre 60 et 80% de la normale pour l'âge. L'enfant atteint de kwashiorkor se caractérise par son comportement très particulier. C'est un enfant qui est très apathique, c'est un enfant qui est triste et indifférent à ce qui l'entoure. Et il est très anorexique. L'anorexie aussi est caractéristique. Des signes fréquents mais non constants chez l'enfant atteint de kwashiorkor sont les lésions de la peau et des fanères, à type de pâleur, troubles de la pigmentation, surtout une dépigmentation importante, une fragilité cutanée avec une peau sèche, ridée, fragile, association des ulcérations et des surinfections fréquentes. L'atteinte du muqueuse est plus rare mais très caractéristique, à type de chylite angulaire, de stomatite, de lésions érosives des lèvres avec des surinfections fréquentes. Troubles des fanères, les cheveux sont fins et secs, décolorés avec chute des cheveux, voire alopécie partielle. L'hépatomégalie aussi très caractéristique et fréquente. Les troubles digestifs, en plus à l'anorexie, l'enfant atteint de kwashiorkor présente souvent des vomissements, voire une diarrhée dont les selles sont abondantes et pâteuses contenant des aliments non digérés, évocatrices d'un état de maldigestion. Alors, vous voyez sur ces photos l'aspect de l'enfant atteint de kwashiorkor. C'est un enfant qui est apathique, qui est triste. C'est un enfant qui est désintéressé à son entourage, qui présente des œdèmes importants au niveau des membres avec un abdomen distendu surmonté par une hernie ombilicale. C'est un enfant qui présente en plus des lésions cutanéo-muqueuses qui sont très caractéristiques au kwashiorkor, à type d'ulcération, de chylite angulaire avec des signes de surinfection. Pour le marasme, généralement, son début est plus lent. Il demeure latent plusieurs semaines avec fléchissement de la courbe pondérale. Le signe capital et le retard pondéral extrême et frappant qui est plus marqué pour le poids. Ce retard est plus marqué pour le poids par rapport à la taille, avec fente des tissus musculaires et adipeux qui représente le signe majeur avec un faciès ridé et vieillot et disparition des boules de Béchat. Les troubles du comportement chez cet enfant marastique sont à type d'irritabilité. C'est un enfant qui est très inquiet avec activité appétit conservé. Vous voyez, donc c'est l'inverse de l'enfant atteint de kwashiorkor. D'autres signes qui sont inconstants, les anomalies mineures des cheveux, sont dépigmentation, parfois une stomatite, porphyrénéphrite, hépatomégalie, elle est exceptionnelle, et les troubles digestifs chroniques à type de constipation, voire des diarrhées d'origine infectieuse. Vous voyez sur les photos l'aspect de l'enfant marastique qui est différent par rapport à l'enfant atteint de kwashiorkor. C'est un enfant qui a des yeux globuleux. C'est un enfant qui regarde, qui a un regard vif, donc qui cherche quelque chose à manger. C'est un enfant qui nous paraît un peu inquiet. C'est un enfant qui présente un amaigrissement très important avec fonte importante du tissu adipeux et des masses musculaires. C'est un enfant qui a généralement un appétit conservé.
Quant aux explorations paracliniques des états de malnutrition protéino-énergétique, je commence par le kwashiorkor. Le kwashiorkor se caractérise par une perturbation plus importante et plus prononcée du bilan de malabsorption. Citons l'hypoprotédémie avec une hypoalbuminémie qui est un critère biologique constant, diminution de la transférine de la préalbumine, l'hypoglycémie, l'urée urinaire sanguine abaissée, l'hyponatrémie, l'hypocalémie, la calcémie diminuée ou normale, la phosphatémie, magnésémie diminuée, l'âge osseux en cas de possibilité de faire un bilan radiologique, on le trouve retardé avec signe d'ostéopénie et rarement rachitisme. Le cholestérol total et triglycérides sont diminués. On peut avoir aussi une anémie hypochrome microcytaire hyposidérémique par carence en fer qui est plus fréquente que l'anémie macrocytaire par carence en folate et en vitamine B12. Le bilan infectieux aussi doit être systématique chez l'enfant atteint de kwashiorkor afin de chercher une infection sous-jacente qui représente aussi un critère de gravité clinique et qui nécessite une prise en charge appropriée. Citant l'indication de l'hémoculture devant toute fièvre chez l'enfant atteint de kwashiorkor ou hypothermie, l'uroculture, l'examen des selles avec coproparasitologie des selles sur 3 jours successifs, radiothorax, bilan inflammatoire, etc. Pour le marasme, les anomalies biologiques sont pratiquement les mêmes que le kwashiorkor, mais à un degré plus modéré, sauf quelques particularités. La protédémie et l'albuminémie sont toujours normales. La glycémie elle est plus basse, donc la tendance à l'hypoglycémie est plus fréquente chez l'enfant marastique. En plus, aux perturbations hydroélectrolytiques qui sont plus prononcées, avec risque important de perturbation de la fonction rénale. Je passe à quelques formes cliniques qui sont intermédiaires entre le marasme et le kwashiorkor. Je commence par le kwashiorkor marastique, c'est la forme la plus grave de malnutrition. Elle se constitue à la faveur d'un changement des conditions alimentaires sur un tableau de malnutrition préexistante, soit sevrage brutal chez un enfant marastique qui va entraîner l'apparition d'un kwashiorkor suite à la suppression brutale de cette source des protéines qui est le lait maternel, ou bien kwashiorkor précoce avec maladie brutale, par exemple un syndrome diarrhéique surtout prolongé qui va entraîner par conséquence un marasme. Le pronostic de ces formes est grave avec un risque de mortalité plus élevé vu l'association des complications des deux formes du kwashiorkor et de marasme. La forme de malnutrition modérée, elle est beaucoup plus fréquente et elle peut évoluer vers le kwashiorkor ou bien vers un marasme en cas d'absence de prise en charge précoce et absence de dépistage. Pour le diagnostic différentiel, ça pose seulement en cas de kwashiorkor et dans ce cas-là, on doit éliminer toute autre cause d'œdème chez l'enfant, notamment les œdèmes d'origine rénale par fuite protéique importante, les œdèmes d'origine cardiaque en cas d'insuffisance cardiaque globale et les œdèmes d'origine hépatique. Pour le diagnostic étiologique de l'état de malnutrition, généralement c'est très facile, soit il y a un problème de carence d'apport chez l'enfant ou bien c'est un problème de perte excessive. La carence d'apport peut être liée à la méconnaissance des besoins alimentaires des nourrissons, surtout durant les premiers mois de vie, donc méconnaissance des bases de la diététique infantile et des modalités de la diversification alimentaire du nourrisson, soit liée au manque de ressources, malheureusement, situation très fréquente dans les pays en situation d'instabilité socio-économique et politique, situation d'abandon réel de l'enfant relative en cas de mauvaise relation mère-enfant avec perturbation donc des apports nutritionnels du bébé, difficultés de succion, c'est le cas des prématurés. Pour cette raison, on doit les alimenter correctement par un gavage en cas de difficulté de succion. Chez les malades atteints d'infirmité motrice cérébrale, dans ce cas-là, il y a une altération de la déglutition, il y a une altération de difficulté de mastication, donc ce sont des enfants qui nécessitent une prise en charge nutritionnelle très adaptée. Situation c'est de l'hygiène défectueuse qui est incriminée dans la survenue des infections digestives à répétition et surtout le portage chronique des parasites. Pour cette raison, il faut améliorer respecter plutôt les conditions d'hygiène pour
pour alimenter un enfant. Le marasme peut se voir chez les enfants nourris au sein en cas d'apport insuffisant et surtout sans diversification alimentaire. Et le kwashiorkor est plutôt secondaire à une erreur alimentaire au moment du sevrage avec introduction des aliments pauvres en protéines. La cause la plus fréquente dans nos conditions est représentée par les pertes excessives et notamment dominée par les pertes digestives excessives cas des syndromes diarrhéiques aigus prolongés, surtout avec mauvaise prise en charge, surtout en cas d'absence de réalimentation précoce en cas de syndrome diarrhéique aigu. Les diarrhées chroniques aussi représentent la cause majeure de malnutrition dans nos conditions. Il y a les vomissements chroniques, surtout, et les déperditions parfois cutanées en cas de brûlure étendue ou en cas de syndrome de Lyell, etc. Quelles sont les complications à craindre chez l'enfant malnutri? L'enfant malnutri a une défaillance de son système immunitaire, donc il a un risque élevé de complications infectieuses qui sont favorisées par cette défense de l'immunité. Et le bilan infectieux est pratiquement systématique chez l'enfant atteint de malnutrition sévère. Citons aussi les complications digestives liées aux altérations des grandes fonctions du tube digestif. Ces complications sont à type de diarrhée chronique ou d'épisodes de diarrhée aiguë récidive qui nécessite un complément d'exploration par coproparasitologie des selles afin d'identifier le germe ou bien le parasite en cause. Les vomissements sont très fréquents chez l'enfant malnutri, sont aussi multifactoriels. Les infestations parasitaires chroniques représentent aussi une autre morbidité qu'on peut avoir chez l'enfant malnutri. La déshydratation aiguë représente une extrême urgence dont l'enfant malnutri déshydraté est toujours en situation très critique, nécessite une prise en charge avec prudence. Attention à la correction des troubles hydroélectrolytiques. La défaillance cardiaque représente aussi une autre complication redoutable, surtout durant la phase de prise en charge, là où le myocarde est adapté à ce hypodébit cardiaque et en cas de surcharge, il y a un risque important de défaillance cardiaque secondaire et pour cette raison, on fait attention durant la prise en charge. Autre complication innombrable, c'est l'hypoglycémie plus fréquente chez l'enfant marastique, les troubles hydroélectrolytiques, surtout attention à l'hypocalémie, l'hypothermie, les complications liées aux carences nutritionnelles multiples allant de l'anémie à l'hypomagnésémie au rachitisme carentiel. Maintenant, on passe à la prise en charge de la malnutrition protéino-énergétique. L'enfant, il a besoin de calories, il a besoin de protéines, il a besoin de correction de toutes ces carences présentées chez lui. Les buts de notre prise en charge sont d'apporter les protéines, les calories nécessaires à l'organisme pour réparer les désordres métaboliques et assurer la croissance ou bien le rattrapage de la croissance de l'enfant. Notre deuxième but, c'est de traiter surtout les complications associées qui sont souvent mortelles à la phase initiale du traitement. Donc, la prise en charge initiale doit se faire avec prudence. On fait attention à ce genre de complications. Les principes de notre prise en charge, on doit hospitaliser uniquement les formes graves de malnutrition, notamment les stades 3 de Gomez et les stades 3 de Waterloo. Bien sûr, en présence de la mère afin de les prendre en charge vu le risque de complications mortelles durant la réalimentation de ces nourrissons. Attention surtout à l'hypoglycémie, attention à l'hypocalémie et attention à l'hypophosphorémie, l'hypomagnésémie et attention aussi à la surcharge. Pour les phases de la prise en charge, notre prise en charge se déroule en deux phases. Une première phase initiale dite de stabilisation ou bien de réanimation. Une deuxième phase de réhabilitation. Je commence par la phase de réanimation. Durant cette étape-là, il faut prévenir et traiter toutes les complications redoutables de la malnutrition protéino-énergétique. En présence d'une hypoglycémie inférieure à 0,54 g par litre, il faut donner du glucosé hypertonique, de préférence par voie orale ou à l'aide d'une sonde nasogastrique à raison de 50 cc, mais en cas de difficulté, on donne du glucose hypertonique par perfusion intraveineuse. Il faut toujours prévenir et traiter toute hypothermie sous-jacente, qui représente aussi un critère de gravité. En plus à la correction de l'hypoglycémie, il faut corriger aussi tout trouble hydroélectrolytique durant cette première phase en utilisant les solutés de réhydratation recommandés par l'OMS en cas de disponibilité bien sûr. Rosemal qui se caractérise par une constitution différente par rapport au sirop et ce sont des solutés de réhydratation enrichis en potassium avec une teneur faible en sodium. La réhydratation doit se faire sur
48 heures chez l'enfant malnutri. Ça, c'est très important. Il faut éviter tout apport liquidien brutal. Et pour cette raison, on préconise la réhydratation à l'aide d'une sonde nasogastrique étalée sur 48 heures. Sinon, par voie intraveineuse, en utilisant une pousseringue électrique pour bien compter le débit de perfusion avec surveillance stricte de la durée de l'enfant et de l'ionogramme sanguin. Durant cette phase, mettez l'enfant sous traitement antibiotique en présence d'une infection sous-jacente parce que l'infection chez l'enfant malnutri est toujours grave et un risque important de septicémie. Et commencez la réalimentation progressive par voie orale en privilégiant des formules liquides lactées, en commençant par un régime hypocalorique, c'est-à-dire qui contient 60 à 80 kilocalories par kilo par jour, hypoprotéidique à 1,5 g par kilo par jour de protéines et 60 à 80 ml par kilo par jour en haut. Transfuser l'enfant malnutri si nécessité en cas de taux d'hémoglobine inférieur à 6 g par décilitre ou bien un peu plus avec signe de maltolérance. Mais attention, il faut transfuser très progressivement. Il faut allonger le temps de transfusion afin d'éviter la surcharge. En cas de défaillance cardiaque, durant cette phase-là, il faut mettre l'enfant malnutri sous traitement diurétique à base de furosémide à raison de 1 à 2 mg par kilo toutes les 6 heures en surveillant les troubles électrolytiques et l'état d'hydratation, mais jamais de digitalique. Les digitaliques sont absolument contre-indiqués chez l'enfant malnutri vu cette défaillance de la pompe cardiaque. Il faut supplémenter en plus en sels minéraux, en oligo-éléments, en vitamines si nécessaire durant cette première semaine de prise en charge. Notre deuxième phase de prise en charge est la renutrition ou bien la réhabilitation. Après stabilisation de l'enfant malnutri et traitement de toute complication sous-jacente et associée et amélioration de son état clinique, on passe à la réalimentation proprement dite qui consiste à augmenter progressivement l'apport en calories et en protéines en présence de la mère à raison de 100 kilocalories par kilo par jour avec 3 grammes par kilo par jour de protéines vers la fin de la première semaine, puis 150 kilocalories par kilo par jour avec 4 grammes par kilo par jour vers la fin de la deuxième semaine. À la fin de cette phase, on augmente donc les apports à plus de 150 kilocalories par kilo par jour. Et on surveille la prise pondérale chez l'enfant. C'est très important de peser l'enfant quotidiennement. Normalement, la prise pondérale doit être à raison de 10 grammes par kilo par jour pour juger l'efficacité de notre apport calorique. Il faut introduire durant cette phase l'apport en fer. Il faut mettre à jour la vaccination de l'enfant et faites votre évaluation nutritionnelle au bout de 10 jours de prise en charge et prévoir la sortie en absence de toute complication intercurrente ou toujours présente, notamment les complications infectieuses, avec des contrôles réguliers au niveau des centres de PMI. Et sans oublier, durant cette phase-là, la prise en charge étiologique de l'état de la malnutrition en présence d'une maladie cœliaque sous-jacente. Bien sûr, on doit mettre l'enfant sur régime sans gluten à vie. On doit lui délivrer donc une liste diététique la plus exhaustive possible. En cas d'allergie aux protéines de lait de vache, on doit mettre le nourrisson sous régime d'exclusion des protéines bovines. En cas de syndrome de maldigestion, on doit supplémenter en enzymes pancréatiques. On doit traiter l'étiologie de la maldigestion. En cas de syndrome de fermentation, on doit mettre le nourrisson sur régime sans sucre, etc. Donc, surtout en matière des malnutritions secondaires aux pertes digestives chroniques, on doit corriger l'étiologie de cette malnutrition afin donc d'éviter les conséquences d'une malnutrition chronique. Le pronostic des états de malnutrition protéino-énergétique à court terme est dépendant de plusieurs critères de mauvais pronostic. Citant l'âge inférieur à 6 mois, au cas de début précoce des troubles nutritionnels, ça va entraîner par conséquence un risque élevé de mortalité. La présence des complications graves sous-jacentes, notamment complications infectieuses, perturbations hydroélectrolytiques associées surtout l'hypocalémie, les signes cutanéo-muqueux avancés dans le kwashiorkor, l'hypothermie, l'hypoglycémie
l'hypoglycémie profonde, l'hyponatrémie et l'hépatomégalie avec un TP bas. Dans ces situations-là, la mortalité peut aller jusqu'à 20%. Le pronostic à long terme, généralement, les enfants malnutris, bien pris en charge, rattrapent leur poids idéal. Cependant, plusieurs études ont retrouvé une petite taille définitive dans les cas de marasme précoce et sévère. Et le pronostic intellectuel est parfois médiocre en rapport avec le niveau culturel de l'entourage de l'enfant. Je passe à la prévention afin de prévenir les états de malnutrition protéino-énergétique. On doit agir à deux niveaux. Donc, vous avez au niveau action de santé au niveau local et action de santé au niveau social. Localement, on doit dépister précocement les formes frustes de malnutrition afin d'éviter l'évolution et l'aggravation de cette forme avec installation de marasme ou de kwashiorkor. Repose aussi sur l'éducation nutritionnelle chez les mères en encourageant l'allaitement maternel. On doit surveiller aussi les enfants guéris de malnutrition afin d'éviter les rechutes. Et on doit renforcer la relation mère-enfant. On doit traiter adéquatement toute infection chez le nourrisson, surtout les infections digestives. En cas de mauvaise prise en charge d'une infection digestive, d'une gastroentérite aiguë et sans réalimentation précoce, il y a un risque d'installation précoce d'un état de malnutrition. Il y a un risque élevé de rechute de cette diarrhée. Et il faut aussi insister sur le diagnostic étiologique précoce des syndromes diarrhéiques chroniques chez l'enfant avant l'installation de cet état de malnutrition. Les actions de santé au niveau social reposent sur l'amélioration de l'hygiène du milieu, l'amélioration de l'état nutritionnel des mères pour un allaitement de meilleure qualité, la régulation du nombre des enfants et l'amélioration de la production agricole, en plus à l'alphabétisation en particulier chez les filles. En conclusion, la malnutrition protéino-énergétique est encore une pathologie fréquente dans notre pays, notamment pour les formes frustes ou chroniques, dominées surtout par les maladies qui donnent par conséquence des pertes digestives chroniques. Et il est très important de savoir reconnaître les formes frustes et les prendre en charge avant l'évolution vers des états graves qui nécessitent une réhabilitation nutritionnelle longue et occasionnent de graves complications. Cependant, la prévention reste la meilleure arme thérapeutique dans ces situations. Merci. Si vous avez des questions, envoyez-les par mail. Je vais vous répondre prochainement. Merci.